For the undisputed UFC. Boom! Perfect shot. Et salut tout le monde, soyez bienvenus dans MMA Club Podcast, c'est Nico. MMA Club spécial itinéraire fascinant, un parcours qui impose le respect. Il va encore une fois se dresser devant un genre de mec qu'on évite, entre guillemets, lors du prochain Ares qui aura lieu le jeudi 11 mai. Je suis ravi d'accueillir El Hiro del Sombrero, El Lucador Loco. David Kondatiu Kroll, sois le bienvenu. Salut Nico, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Ah, c'est cool, avec plaisir. Hop, hop, ça va l'accent? L'accent mexicain, ça allait? Ouais, on peut toujours mieux faire, mais c'était On peut... bien. On peut toujours mieux faire, ouais. Il y a zéro année de pratique, hein, je... Ouais, bah c'est bien pour un début alors. J'avoue, bah c'est cool, c'est encourageant. Alors, avant de commencer, restez à l'affût, vous le savez, l'anniversaire, n'importe quoi, l'interview de Yanis Guémouri qui arrive bientôt. On attend toujours les accords de son organisation pour lâcher les scoops. Mehdi Ben Lagdar qui passera aussi par là avant son combat à Hexagone MMA. Mais pour l'instant, on retourne avec David qui est combattant d'Ares. Alors, toi, tu as vécu longtemps au Mexique. Tu t'es construit là-bas en tant qu'athlète. Tu as connu la France. Là, tu connais la Suisse maintenant. Tu me résumes un petit peu ce drôle ou ce passionnant itinéraire de vie? Ouais, bien sûr, je vais faire vraiment court sur les premières années. Je suis né en France, à Poitiers. J'ai vécu jusqu'à mes 1 an en France. De mes 1 an à mes 4 ans, j'étais à Mexico, ville de Mexico. Mes parents se séparent là-bas. Je rentre vivre en France avec ma mère qui est mexicaine. Mon père français reste au Mexique, fait carrière en tant que garde du corps là-bas. Beaucoup plus de travail à Mexico qu'en France, bien évidemment. Ensuite, je retourne au Mexique avec ma mère vivre pendant 1 an et demi. Après avoir vécu 3 mois aux États-Unis, j'avais 10 ans à peu près. Je suis là-bas jusqu'à mes 11 ans et demi, 12 ans, je ne sais plus exactement. Je reviens faire la 5e en France. 1 année en France, à Poitiers de nouveau. Et puis, à ce moment-là, je faisais du rugby, je faisais de la gym. Ouais, voilà, je faisais quelques sports. Ah ouais, parce que j'ai eu, ouais, je vais peut-être en parler aussi, j'ai eu un épisode de maladie aux hanches quand j'étais plus jeune, quand j'étais en France. Et j'ai eu l'osteochondrite. Et bref, tout s'est soigné, j'ai été totalement... soigné et j'ai pu commencer à faire du sport, j'avais 9 ans et déclaré totalement soigné, j'avais 13 ans, un truc dans le genre. Et du coup, à mes 13 ans, j'étais déjà au Mexique de nouveau. Je suis reparti de mes 12-13 ans jusqu'à la terminale, en gros, mes 18 ans, j'étais au Mexique. Et c'est là-bas, avec mon père, ceinture noire de karaté, deuxième dan, et qui avait pratiqué kickboxing, full contact, combattu professionnellement là-bas, et qui commençait à se tourner vers le MMA, qu'au final, on commence gentiment les deux à devenir fans d'abord, commencer à regarder l'UFC, tout ça, et puis à se tourner vers les clubs un peu qui s'initient à ça au Mexique, parce qu'à ce moment-là, au Mexique, c'est pas très gros. Je parle des années 2011, 2012, par là, quoi. C'est pas très gros encore, ça commence tout juste. Mais toi, t'es déjà à fond dans cette culture MMA, là. T'es déjà en train de t'imprégner du truc en tant que fan, on va dire. Tu cherches à fond une salle et tout, c'est ça? Ouais. En tant que fan, on regarde l'UFC régulièrement avec mon père. Et puis on s'entraîne déjà. En fait, mon père, il a créé son propre style de karaté qui était plus axé sur la réalité du combat dans la rue face à des vrais affrontements. Donc pour lui, c'était important de pouvoir immobiliser son assaillant. Et du coup, on travaillait aussi déjà des clés de bras, du sol. Enfin voilà, avec le peu de connaissances qu'on avait, on n'avait pas encore les connaissances du jiu-jitsu brésilien en tant que tel, mais on a commencé à s'intéresser à tout ça. Et puis, le premier club de MMA dans lequel on allait, Predators, au Mexique, c'était dans le sud de la ville, à 2 heures de chez nous. On faisait la route 2 fois par semaine au début.
Et puis après, peut-être un peu plus, je me souviens plus exactement, mais on y allait régulièrement. Et puis, je commençais au début par faire beaucoup de grappling là-bas. Et puis, petit à petit, je me orientais vers le MMA, quoi, gentiment. Mais ouais, mon parcours, il a commencé comme ça. Beaucoup de compétitions de grappling, beaucoup de défaites au début. Je crois que j'ai perdu 9 combats en grappling sur plusieurs compétitions étalées avant de commencer à gagner. D'accord. Et quand j'ai commencé à gagner, là, ça a été le déclic. Puis dans l'ensemble, après, j'avais plus tendance à gagner que perdre, quoi. D'accord. Alors, il y a dans ce que c'est magnifique ce que tu m'as raconté là, mais il y a deux choses. Alors, deux choses que j'avais déjà entendues dans le podcast Fight Time. Donc je les dédicace parce vous avez fait une super émission ensemble. Il y a deux choses là dans tout ce que tu as dit. Je reviens dessus. C'est l'osteochondrite bilatérale que tu as eu, donc des deux côtés. Ouais. Et d'accord, donc tu as l'air de le banaliser comme ça quand tu le racontes parce que genre tu as voulu faire un rapidement, mais tu as été malade genre 8-9 ans, un truc comme ça au total, et tu as mis 3 ans en gros pour vraiment solidifier cette maladie pour ça. Ouais, ça a commencé à mes 4 ans, puis j'ai dû être en fauteuil roulant, j'ai dû être en traction sur un lit avec des poids qui tombent du lit. J'étais pas mal immobilisé, j'ai dû réapprendre à marcher. Vers mes 7-8 ans, j'ai dû réapprendre à marcher, concrètement. Puis j'étais toujours au final quand... Bon, je l'ai pas... En fait, je le banalise, pourquoi? Parce que je l'ai pas mal vécu. Quand j'étais en fauteuil roulant, j'étais un enfant heureux, au final. J'étais aimé de ma famille, soutenu, mes amis. C'est pas parce que j'étais en fauteuil roulant que j'avais pas d'amis. Les élèves qui étaient avec moi à l'école à ce moment-là, ils étaient super cool avec moi. Donc au final, et je pense que j'avais en plus cette partie de double nationalité qui m'a toujours aidé socialement, on va dire, et qui m'a aidé à juste être quelqu'un que les gens aiment bien. Et du coup, au final, je l'ai pas mal vécu. Mais c'est vrai que si on parle juste du point de vue physique, qu'aujourd'hui je sois capable de combattre, pour moi, c'est une bénédiction, entre guillemets. Je suis pas vraiment croyant, mais voilà, c'est vraiment quelque chose pour moi que je valorise énormément et qui me fait me réveiller tous les matins et me motiver encore plus. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est un bouquin ou c'est un film. Je sais pas comment on peut. Ouais, on en fera un jour. C'est un truc de fou. Et donc, j'en suis pas à ce stade encore, mais on fera un bouquin, on fera un film, il y aura quelque chose. Ça serait incroyable. Là-dessus. Et donc, ton papa, avec qui tu as l'air d'avoir un degré de complicité assez incroyable, qui lui, effectivement, a créé donc son style de karaté plus basé sur son métier, par rapport à son métier et par rapport à sa passion, quoi. Il a créé un mix de... C'est ça. Et tu avais dit que ça s'appelait le Goshin Shin no Sendo. Et j'imagine que ça signifie quelque chose de précis. Ouais, c'est... alors... Ouais, tu saurais pas... Tellement longtemps que je n'ai pas pratiqué, il va me tuer. Ouais. Mais ça signifie quelque chose. Voilà. Je vais pas écorcher le... D'accord. Mais voilà. La dédicace à lui, c'est magnifique. Franchement, l'histoire est belle. Ouais, et puis mon père, aujourd'hui, il est toujours très impliqué dans le MMA. Il fait partie de la fédération, de la FMAF. Et il écrit des bouquins sur le MMA. Je vous invite à aller lire parce que c'est quand même quelqu'un qui a une très bonne analyse du jeu et qui est très... il est très, très méthodique dans ce qu'il fait. Et puis, c'est quelqu'un qui adore écrire. Donc, du coup, toutes ses pensées, tout ce qu'il a, toutes ses connaissances, il les écrit, il les transpose. Et je pense qu'il fait ça bien. Donc, je n'ai pas encore lu son dernier livre. Là, je pense que la prochaine fois que j'irai à Poitiers, j'en aurai peut-être un. Ok, c'est cool. C'est cool. Si je te demande de me raconter un moment qui a changé ta vie. Alors là, tu m'en as raconté plein, tu vois. Enfin, tu m'as raconté plein de choses, mais est-ce qu'il y a un moment précis qui a changé ta vie? Un moment précis qui a changé ma vie. J'ai tendance à dire que mes premières victoires en MMA amateur m'ont fait comprendre que c'est ce que je voulais faire plus tard, parce qu'avant ça, je voulais être acteur. Je me lançais dans le MMA, le sport, c'était quelque chose qui me donnait confiance en moi et qui me faisait kiffer, tout simplement, le fait de pouvoir mettre des coups de pied, tu vois, avoir les hanches totalement libres et mettre des coups de pied et tout, ça était toujours un truc que j'ai vachement valorisé, justement, dû à ma maladie. Mais quand j'ai gagné, quand on m'a levé la main sur mes premiers combats amateurs, je me suis dit, mais vraiment,
c'est ça que je veux vivre toute ma vie. Et puis en plus, je faisais du théâtre à côté, vu que je voulais être acteur au lycée. Puis le théâtre, en fait, j'avais malheureusement du trac. Je suis pas quelqu'un qui manque de confiance en soi de base et tout, mais le théâtre, ça me mettait un certain trac. Ok. J'avais du trac et puis du coup, je m'exprimais pas totalement. Tu vois. Ok. Alors que quand je combattais, j'avais l'impression d'être totalement libéré, de pouvoir m'exprimer. D'accord. Vraiment. Et de sentir que cette expression qui était plus au final sous forme physique, ça restait pour moi de l'art. Et la victoire derrière, bah voilà, je me disais, bah c'est ça que je veux faire de ma vie. Donc je pense, ouais, première victoire en MMA amateur. Je peux dire que ça a été un moment décisif qui a changé ma vie parce que ça m'a fait réaliser que je voulais faire ça, Ok. devenir pro et faire ça de ma D'accord. vie, quoi, tout simplement. Peut-être que tu y reviendras aussi au théâtre. Peut-être que c'est quelque chose qui devra arriver plus tard, tu vois. Ouais, Mhm. ouais, absolument, ouais, peut-être parce qu'au final, avec l'habitude des caméras, à force, l'aisance et tout, je me suis dit, rien ne m'empêche, après ma carrière de MMA, de faire une carrière dans le cinéma ou juste sur un théâtre. Enfin, on verra ce qui se présente à moi et ce qui me plaît le plus au final. On verra. Donc, d'accord. Donc, tout ça, tu vois, cinéma, théâtre, MMA, la maladie, les changements de pays et tout, tu sais, du coup, tu dois te construire en ayant du mal à te projeter, j'imagine, je sais pas, tu vois, j'ai pas grandi dans les mêmes conditions, mais si je me mettais un petit peu, enfin, à te projeter, à définir vraiment un truc qui va, quand t'es petit, je parle, dans ton état Ouais. d'esprit quand t'étais petit, tu vois, pardon, j'aurais dû reformuler. Ouais. Et qu'est-ce que tu crois que toi, petit, tu dirais à la personne que t'es maintenant? Est-ce que moi, petit, je dirais à la personne que je suis maintenant? Waouh. Est-ce que tu es allé plus loin que tu l'espérais? Est-ce que tu penses que, ou à l'inverse, tu te dis, tu as encore des rêves encore plus démesurés? Je me dirais, mec, t'es sur le bon chemin, continue comme ça. Je me dirais ça, vraiment. Je me dirais ça parce qu'au final, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai pas eu énormément de repères. Je pense que c'est peut-être ça aussi Mmh. que je vais dire. J'ai pas eu énormément de repères en grandissant. J'ai beaucoup changé de pays, beaucoup changé de maison. J'ai énormément déménagé. Quand je suis revenu vivre en France en 5e, je n'étais même pas avec ma mère. J'ai vécu avec ma grand-mère. Après, je suis allé vivre avec mon père que je connaissais à peine, en fait, parce que mes parents ils sont séparés à 4 ans. Mmh. Et j'ai construit une relation avec mon père grâce aux arts martiaux aussi, principalement. Voilà. Donc, au final, c'est vrai que j'ai jamais eu de vrais repères comme on peut l'entendre euh, dans une famille classique, normale de tous les jours. Maintenant, ce que ça m'a permis dans ma vie, ça m'a permis juste de m'adapter à toute situation. À toute culture, Mmh. à tout pays. Je le vois aujourd'hui depuis que je suis en Suisse. Je me sens super bien ici et les gens me considèrent vraiment comme l'un des leurs. Voilà, je suis le Neuchâtelois d'adoption ici. Mmh. Ils m'aiment bien, les gens. Et moi, je me sens bien ici. Je me suis tout de suite senti bien accueilli et bien intégré parce que tout de suite, ici, tu vois, on ne dit pas 70 ou 90. C'est tout bête, hein. On dit 70 et 90, comme en Belgique. Mmh. Moi, maintenant, je dis 70 et 90. Ouais. Même à Arès, tu m'entends dire mon poids, je vais, par Excellent. réflexe, dire Yes. 70 quelque chose, tu Tu vois. fais honneur. Voilà, en fait, je m'adapte. Je m'intègre à la société dans laquelle je vis. Et puis, je pense que pour être combattant, au final, c'est une grande qualité parce Bien que sûr. on est tout le temps face des fois à des gros changements en bien comme en mal. Une victoire peut t'amener tellement, comme une défaite peut te faire changer de tournure de vie totalement. Tu vois. Mmh. Je comprends. Et c'est vrai que le MMA, c'est ça. Et il faut savoir vivre avec, il faut savoir s'adapter. Et puis, il faut surtout pas lâcher et pas s'attendre à une stabilité. Moi, c'est ça. Hein. Moi, je ne me suis jamais attendu à avoir une stabilité, que ce soit financière ou de vivre quelque part. Moi, je suis prêt à tout. À tout moment, ça change, quoi. Mais finalement, j'ai l'impression que tu es à l'aise avec ça par rapport à tout ce que tu viens de dire, tu vois. Ça correspond Ouais. à ton style de vie, quoi. Ok.
je voulais commencer un petit peu à parler de MMA et du coup, je me disais, crawl management, c'est parce que vous bossez en famille. Ouais, crawl management, en fait, c'est mon père qui est devenu mon manager depuis que j'ai signé avec Ares. Avant, j'avais signé brièvement. En fait, j'ai eu pas mal de managers. Ça a été assez compliqué mon début de carrière. Au début, j'ai été managé par le Fred Fernandez, le frère de mon coach Emmanuel Fernandez, quand j'étais à Pythagore. Ça a été mon manager pendant longtemps. Ensuite, j'ai eu un manager qui s'appelait Kevin, qui était plus un ami au final et qui m'aidait, qui lui n'était pas du tout dans le milieu du MMA, mais il s'est vite renseigné, il a vite essayé de trouver des contacts. Il a trouvé le contact avec Guillaume Pelletier et tout pour essayer de me trouver des combats. Et au final, j'ai combattu au Luxembourg grâce à lui. Non, pardon, pas le Luxembourg, c'était pas ça, c'était le combat, il m'avait trouvé le combat du 100% fight contre Bougamoun. Et puis ensuite, après ça, j'avais Résilience parce que j'avais changé, c'était en Suisse. Et puis même Kevin, il m'avait dit, tu sais, maintenant que tu es en Suisse et tout, on est loin l'un de l'autre. Moi, je pense que là, tu es mieux entouré et tout. Faut que tu trouves peut-être un management qui soit plus adéquat, tu vois, pour ta carrière. Et du coup, voilà, j'ai été sous Résilience, qui au final, sous Résilience, l'objectif, c'était que après ma victoire contre Bougamoun, qui a été une défaite au final, pour moi, toujours un vol, mais c'est pas grave, hein, c'est passé, maintenant je l'accepte. Mais à ce moment-là, ça a été très très dur. Je pense que ça a été ma défaite la plus dure parce que c'est un vol et que j'étais sur 3 victoires d'affilée. Et l'idée, c'était qu'avec cette 4e victoire d'affilée, il me fasse signer à Combat Global. Resilience Management qui ont des contacts avec Combat Global. Donc ça, c'était l'objectif. Puis au final, malheureusement, ils m'ont dit on va te faire combattre contre Brice Picot à Hexagone en février, parce que voilà, il faut revenir sur des victoires, quoi. Et Combat Global, ils vont pas te prendre comme ça, malheureusement. Et puis, dans la foulée, en décembre 2021, à Res 2, contre Daguerre et Mavov, 2 jours avant. Fernand, il m'écrit direct sur Insta. Il m'écrit, il me propose le combat. Je connaissais pas Daguerre. Je ne veux pas vous mentir, je connaissais pas Daguerre. Voilà. Je l'ai vu Imavov, j'ai bien compris que c'était le frère de Nassourdine. Et puis, j'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai accepté le combat. C'était une opportunité en or pour moi, en plus, qui venait d'une défaite. À ce moment-là, franchement, j'avais un record 8-6, je crois, un truc comme ça. Je me disais, mais 8-6, 8-7, peu importe. Genre, j'y allais pas du tout pour perdre. Mais je me disais, si je dois perdre ce combat, mais pour m'ouvrir une porte, voilà, tu vois. Je suis pas prêt pour ce combat. Et au final, j'ai fait un bien meilleur combat que ce que beaucoup auraient cru. Moi, après, j'ai confiance en moi et je savais que j'étais capable. J'y allais même, en soi, j'y allais pour gagner, tu vois. Je cherchais à lui arracher la tête. Mais voilà, j'ai gagné mon contrat à Res avec ça, quoi. Ok. Parce que tu vois, initialement, je te demandais aussi si tu bossais en famille. Parce que, alors tu prends ça avec humour, hein, s'il te plaît. Mais tu vois, moi, à chaque fois que j'annonce un de tes combats, il y a pas mal de gens qui me disent son manager, il souhaite sa mort dans la cage, tu vois. Alors, prends ça avec humour, mais toi, tu traduis ça comment, tu vois, parce que tu prends Jack Shore chez lui, avec son parcours amateur de dingue. Tunkara, invaincu. Alioune, c'était clairement un match-up debout, compliqué, en tout cas. Pour n'importe qui, pas pour toi, pour n'importe qui en France, tu vois. Ça a un certain sens. Si on le tourne avec un français un peu plus respectueux, tu vois, là, c'est dit comme ça, machin. Comment tu traduis ça, toi? Je comprends ce que les gens veulent dire, parce que maintenant, les gens qui sont de plus en plus éduqués au MMA se disent et personne n'est en train de lui construire sa carrière. Et ils ont raison. Moi, depuis le début, il n'y a personne qui me construit ma carrière. Et du coup, à l'époque, comme je t'ai expliqué, du coup, tout le processus, tous mes managers, à l'époque, c'était pas mon père, c'était pas en famille. Et malgré que Pythagore, c'était ma famille, tu vois, et on peut dire, oui, c'est quelqu'un qui devait veiller sur moi dans l'ensemble. Mais en fait, le truc, c'est que à l'époque,
Fred Fernandez avait énormément de contacts dans le milieu du MMA. Et sauf que c'était énormément de gens qui savaient que Fred trouverait des combattants genre de dernière minute pour eux, tu vois. Et notamment Jack Shore, Cage Warriors, j'ai accepté à 10 jours. Ça, peut-être les gens le savent pas. Non, je savais pas, moi, tu vois. Il y a plein de combats comme ça, surtout à l'étranger, que j'ai accepté à 10 jours, 2 semaines, 3 semaines. Je crois que la plus longue prépa que j'ai eue pour un combat extérieur, bah, c'était contre Abou. C'était contre Abou. Et en soi, c'était aussi des combats que bah, soit tu acceptes, soit tu loupes une opportunité. Tu combats pas dans cette organisation-là, tu te retrouves à combattre pour moins d'argent ailleurs. Et donc, moi, j'ai toujours été aussi prêt à accepter le challenge parce que j'adore me battre, j'adore combattre, que j'ai peur de personne en soi. Il n'y a personne là-dedans qui va me tuer. Donc, j'ai pas peur. Maintenant, le seul truc, effectivement, c'est que c'est toujours à double tranchant quand tu surveilles, quand tu fais pas attention à qui tu prends et que tu affrontes quelqu'un qui, sur le moment, est juste encore trop fort pour toi, que ce soit sur le plan physique ou technique. Bah voilà, des fois tu ramasses la défaite. Et encore, moi, franchement, j'ai pas à rougir. J'ai plein de défaites, c'est des décisions. Et je sais que pour la plupart, ça a été un manque physique. Je suis pas quelqu'un d'athlétique de base. Hein. Moi, tout ce qu'on voit aujourd'hui, mon athléticisme, ma vitesse, ma force, tout ce qu'on peut dire sur moi, il y a même des gens qui pensent que je suis dopé. C'est que du travail, c'est que de la sueur à l'entraînement, c'est que de l'acharnement. Franchement, vous m'aurez vu juste après, une semaine après le combat contre Asni, là, j'ai mangé du sucre toute la semaine, je deviens un loukoum. Je deviens un loukoum. Et après, derrière, je m'entraîne comme un enfoiré, pardon. Je m'entraîne vraiment fort, vraiment dur, et je sèche, et je deviens fort et athlétique. Et voilà, mais je dois m'entraîner très dur. Peut-être beaucoup plus dur que certaines personnes qui ont déjà de base ces qualités-là. De fou, Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, je le vis bien. Et puis, je fais avec, quoi. Ouais, ok. Donc, ok. Tu vois, je faisais allusion à tous ces combattants, tu sais, on parlait de Shore, Tunkara, Alioune. Et au final, t'étais très proche de le soumettre. Alioune aussi, 10 jours. Hein. Ouais, tu vois, pareil, peut-être je le savais et j'ai zappé parce que j'avais quand même bien suivi mais le j'ai l'impression, pas mal de monde, parce que ça a été dit, mais pas mal de monde se réalise pas que j'étais à 10 jours encore. Puis j'attendais un combat, en plus, j'avais combattu en mars. Ça faisait des mois et des mois que j'attendais un combat, puis au final, c'est à 10 jours qu'on m'appelle. Et puis pas n'importe qui. Et au final, tu vois, on parle des risques dans les match-ups, mais au final, tu étais plus proche de le soumettre qu'autre chose. La victoire s'est transformée en no contest. Voilà, il y a eu l'accrochage des gants, il a perdu 3 points, voire 4, il me semble, mais bon, ils en ont compté 3, je crois. En fait, 3. Et je crois qu'il y a l'arbitre principal. 3 sur le moment, sauf que l'arbitre, il est revenu entre les rounds pour dire que 2 en moins. Ah, c'est ça. Au niveau des juges. Et donc, du coup, c'est là où il y a la faute d'arbitrage et que la décision a été revue en no contest à cause de ça, en fait. Moi, je voulais savoir à quel point ça t'a touché cet épisode et j'aimerais que tu racontes par là même un petit peu l'envers du décor, tu vois, de ce combat, viscéralement, comment t'as sorti ça. Parce que sur le coup, c'était pas un no contest, tu vois, donc il y a une sorte d'injustice, j'imagine, quand même. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça a été... pas très simple, mais je t'avoue que le truc le plus dur pour moi, ça a été contre Bougamoun. Ok. L'injustice la plus dure que j'ai vécue, pour moi, elle était contre Bougamoun. Et c'est celle qui mentalement m'a le plus atteint. Vraiment. C'est celle qui m'a le plus atteint, elle m'a mis vraiment, genre, j'étais chez moi au fond du trou pendant 2-3 semaines. J'étais vraiment pas bien. Et puis, à ça s'ajoutait une rupture, une fin de relation, ça allait plus du tout. Donc voilà, j'étais vraiment pas bien. Et d'ailleurs, le combat contre Daguerre m'a fait
m'a fait retrouver un peu espoir en ma carrière quand j'ai pu, même malgré la défaite, quand j'ai su que j'allais signer un contrat avec Ares. Parce qu'au final, là, je voyais l'opportunité de quitter mon taf de ce moment où j'étais livreur de pizza dans un restaurant. D'accord. Enfin, tu vois, voilà. Donc, ça a été le plus gros. Et à partir de là, à partir du moment où, ça y est, j'avais un combat au mois de mars contre Luna, que je savais que je pouvais me préparer, malgré la rupture qui, à ce moment-là, me travaillait encore mentalement. J'avais accepté la défaite contre Bougamoun. Ça y est, c'était un épisode qui était passé. Et donc, du coup, j'avais juste à me concentrer sur mon fight et essayer de vivre la rupture, juste la vivre, tout simplement. Malgré que tu vois, c'était un coup, j'étais à l'entraînement, j'étais concentré, j'étais bien. Un coup, j'étais chez moi en train de pleurer, j'étais pas bien. Il n'y a pas de... quelqu'un d'émotif, et puis voilà, je vis les trucs, tu vois. Et à partir de la victoire contre Luna, je t'avoue que j'ai eu tellement de bonnes choses qui sont arrivées dans ma vie. J'ai un coloc que vous avez vu sur mon dernier combat, Basile Pinault, qui était mon assistant coach, avec qui ça se passe trop bien. On est super potes. Enfin, c'est plus qu'un pote, c'est un frère. Et au final, j'ai tellement de choses qui se sont passées dans ma vie de positives que quand j'ai accepté ce combat contre Ayun, j'étais en mode, bon, encore une fois, un no contest, un short notice. Ah, okay. C'est pas grave, tu vois, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres, on y va. Et au final, en plus, à ce moment-là, il y avait l'opportunité de combattre devant Dana White de base. Oui, c'est vrai. Au final, ça n'a pas eu lieu, mais j'avais même fait un petit clin d'œil à Dana White, j'avais dit Dana, don't blink à la fin de l'interview, là, au moment de rentrer dans le fight. Et puis, au final, il n'était pas dans le public, c'est pas grave. Mais du coup, cette défaite-là, cette injustice-là, elle n'a pas été si dure pour moi. Parce que, alors, j'ai dû prendre un peu de temps de pause d'entraînement, 2-3 semaines déjà, pas de coups à la tête, parce que on m'avait conseillé, les médecins ils m'avaient conseillé. J'avais pris beaucoup de coups dans ce fight. Et puis, même une pause, alors je m'entraîne toujours, je donne toujours mes cours, ça, je ne m'arrête jamais au final. Mais vraiment relâcher, tu sais, un peu faire la fête et tout, voir des amis, tu sais, essayer de sortir un peu et décompresser. Voilà, ça a duré un bon mois et demi, 2 mois. Voilà, j'ai profité de la vie aussi, tout simplement. Et au final, j'étais bien avec moi-même, j'étais heureux. Il y avait ce petit bémol dans ma vie, on va dire. Mais derrière, il y a eu le no contest. Ça a été en quelque sorte un petit soulagement, bien qu'au fond de moi, je sais que Ayun, je le soumettais. S'il m'attrapait pas le gant, il a craché son protégeant. Il était à 2 doigts de taper. C'est-à-dire que s'il n'attrapait pas ce gant, le Mataleon était tellement enclenché, verrouillé, qu'il tapait. Et on l'a vu en plus taper sur plein de Mataleon. De toute façon, il l'a pas. Quelqu'un qui a une capacité de résister et d'aller chercher. Non. Là, c'est juste qu'il était accroché, affairé à ce putain de gant. Bref, du coup. De toute façon, il a pas démenti ça. Hein. Non, il n'a pas démenti. Il a été relativement fair play sur le fait qu'il a accroché le gant et tout. Il a rien dit, quoi. Ouais, clairement. Et après, voilà, c'est pour ça aussi que je n'en ai pas voulu à lui personnellement. J'ai eu un peu de mal aujourd'hui, Ahmed Korchi, j'ai eu un peu de mal avec le fait qu'il n'ait pas eu sur le moment, entre guillemets, les couilles de lui arracher la main, tu sais, pas de lui enlever 1 point, 2 points, 3 points, tu sais, l'action d'arbitrage qui permet au combattant de finaliser son action en fait, tu vois. Comme sur la cage. Il lui arrache la main comme quand on et moi je termine comme sur la cage quand tu arraches la main du combattant qui tient la cage, exactement pareil. Bref, j'en ai un peu voulu sur une petite période de temps, puis au final je suis passé à autre chose, quoi. Je suis passé à autre chose, comme je te dis, j'ai profité de la vie et puis aujourd'hui voilà, c'est juste un petit bémol dans ma carrière et j'en ai eu d'autres et j'en aurai d'autres sûrement. Plus on combat,
Plus l'histoire s'écrit, et évidemment, ça, des fois, ben, ça prend pas forcément la tournure qu'on souhaite. C'est normal, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le tout, Exactement. c'est d'apprendre à faire avec, d'apprendre à gérer ses émotions et tout, et puis d'apprendre aussi que l'erreur est humaine. Bon, ça, c'est autre chose, c'est plus difficile, mais c'est vrai Ouais, que ça dépend pas que de nous, des fois, et c'est comme ça. Pas c'est évident. ça. C'est ça. Non, mais Alors, c'est ça, c'est une partie de l'acceptation. ouais, c'est ça, c'est ça. Pour être en paix. Voilà. Alors, tu vois, le dernier combat, Hasni Mohammadi, ça s'est très bien passé. T'étais calme, tu profitais des belles opportunités. Moi, je t'ai trouvé très lucide. Et il y a un mot que j'ai. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais moi, il y a un mot que j'ai mis là-dessus, c'est que tu étais très chorégraphié. Tu vois, c'est comme tout à l'heure, on parlait du théâtre. Eh bien, ça tombe bien. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça très chorégraphiant. J'avais l'impression, et en plus, je l'ai retrouvé. Alors, tu vois, figure-toi que j'ai eu cet état d'esprit sur ce combat avant de voir ton vlog sur le combat. Et Mhm. quand tu parles de ce combat, quand tu décris ce que tu as à faire, tu Mhm. parles presque d'un rôle. Et presque dans un rôle, tu vois. Je sais pas si tu t'en rappelles exactement. Tu vois. C'était clair dans ma tête. Ouais, c'est ça. Tu vois, C'était j'avais clair, l'impression que c'était tu clair. récitais ce que tu avais à faire et tout. Et tu vois, j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que j'en pense. Voilà, pour moi, c'était très chorégraphié. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. La stratégie, c'était quelque chose de chorégraphié, c'était quelque chose d'important pour moi de réussir à bien la mettre en place Hmm. sur ce combat. Au final, c'est l'opportunité de pouvoir bien me préparer pour un combat qui, qui m'a fait tout simplement me dire là, je peux pas passer à côté de ce combat parce que je veux faire le fou. Tu vois. Moi, j'ai tendance à avoir un style Hmm. très agressif. Et puis, quand je ne suis pas préparé pour des combats, j'y vais au talent. J'ai pas de stratégie. Ou Mhm. même si on parle d'une stratégie en 10 jours, il n'y a pas le temps de la Ok, travailler, de la mettre en place. Là, on a eu le temps. d'accord. Et du coup, on peut toujours se dire, ouais, on sait ce que l'adversaire va faire en face. Donc, on chorégraphie par rapport à ça. Mais moi, je trouve que c'est pas le meilleur plan. Parce que il faut quand même travailler avec ce que nous on sait faire et nos qualités, nos capacités, nos points forts. Et du coup, moi ma stratégie, elle était claire. Après, tu m'entends dire dans le vlog, il va kicker. C'est une supposition. Hmm. Au final, qui s'est avéré être vrai. Il a kické, j'ai attrapé le kick, je l'ai emmené au sol. Mais c'était un plan qui était, on va dire, ça allait arriver à un moment donné. Il y a il y avait très peu de probabilité que Hasni ne me mette pas un low kick à un moment Hmm. donné. Et si il le mettait pas de lui-même au début du combat, bah, il y avait tout un processus qui allait faire que il allait finir par le mettre. Et puis si c'était pas en le saisissant et l'emmenant au sol comme ça, bah, c'était plus tard en shootant dans les jambes. Et voilà, on a vu que sur ma lutte, j'étais au taquet, Ouais. j'étais bien partout et j'étais assez confiant sur tous les domaines. J'avais bien progressé sur la partie pied-point, donc voilà, il n'y avait pas de raison que ce combat il tourne pas en ma faveur. Hmm. Ok. Avant de parler de ton prochain combat, je voudrais juste revenir sur un petit truc. C'est une petite parenthèse, mais quand même, c'est une parenthèse méga stylée. Euh, Il y avait Marco Beltran qui combattait sur la même carte que toi. Il est passé par la Suisse aussi, faire une partie de son training camp, il me semble, non? Ouais, Non. Ok. ouais, exact. Ouais. Et il y avait donc Yair Rodriguez dans le corner. Ben, il était aussi là, j'imagine, avec Marco en Suisse. Qu'est-ce que tu as tiré de cette belle expérience? Bah que au final, c'est des gens comme toi, moi, tu vois. C'est c'est juste incroyable de pouvoir côtoyer le champion de l'UFC et de se Hmm. rendre compte que il y a pas grand chose qui me sépare de lui, tu vois. En termes de personnes, tu vois, on était là, on échangeait tous les deux, puis c'est Yes. bon. Après, peut-être lui aussi, il est particulièrement humble et terre à terre, tu vois. Peut-être Mhm. que tous les champions de l'UFC ne sont pas comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, lui, c'était clairement une superbe expérience humaine de pouvoir le côtoyer et de le rencontrer, de le faire, de l'emmener à Zurich et qui rencontre sa copine là-bas, sa copine actuelle là qui met tout le temps sur ses réseaux maintenant. Enfin voilà, c'était vraiment une belle expérience. Euh,
plus sur le côté humain que sur le côté sportif, parce qu'au final, on a très très peu échangé. Il est très peu venu sur les tatamis avec nous, très peu. Tu vois, au final, un peu avec Marco, mais très peu. Je me suis beaucoup plus entraîné avec Marco et j'ai plus appris sur le côté sportif avec Marco, au final. Ok. D'accord. Ouais, donc c'était plus éthique et humain plus que sportif avant tout. Ouais, clairement. Le fait de l'avoir dans le coin, par contre, là, sur le plan sportif et au niveau du cutting, ça a été très, très bon à ce niveau-là, par contre, tu vois. En quoi? Dans le coin, il n'a pas beaucoup parlé pendant les rounds, mais entre les rounds, il m'a donné 2-3 conseils qui ont fait toute la différence au deuxième round. Il a l'œil et puis direct, ça capte. Ouais. Puis, j'ai aussi décidé de l'écouter, tu vois. Et au final, bah, ça a marché. Mais non, c'était très, très intéressant comme expérience. Ok. Ah, c'est cool. Content pour toi. Alors, là, Fight Move Academy, à Arès, c'est Robert Valentin qui est proche d'une ceinture. C'est Shigemoto qui est proche d'une ceinture. Ouais. Et si tu bats Asilder Badouyev, j'imagine que tu es le prochain sur la liste aussi pour une ceinture. Dis-moi tout à propos de la dynamique du club, d'une potentielle ceinture, du choix que tu as fait de venir ici, tu vois. Je mets un peu tout dans le même panier. Écoute, la dynamique du club, c'est simple. C'est 3 fois par semaine, le matin, prépa physique, avec suivi d'un entraînement technique ou technique physique aussi. Le mardi et le jeudi aussi des entraînements techniques, plus les entraînements le soir, que ce soit MMA, boxe thaï, lutte, boxe anglaise, des sparring, enfin voilà. C'est une très bonne dynamique. Pour moi, ça me permet de m'entraîner 2 fois par jour de manière intense chaque entraînement, avec des bons sparring partners. À ce niveau-là, je suis servi. Et en fait, quand je suis venu il y a 2 ans de ça, maintenant, bientôt, bah, c'était ça que je recherchais en fait, un bon encadrement, tu vois. Et j'ai retrouvé ça ici. En plus, l'opportunité maintenant de pouvoir travailler là-bas, donner mes cours là-bas, permettre aux autres de progresser aussi. Moi, plus principalement sur la partie sol. Et puis après, je donne aussi quelques cours de boxe thaï et quelques cours de boxe anglaise, mais principalement cool. sur la partie sol. Donc voilà, au final, pour moi, c'est le meilleur lieu de travail. Et quand je dis travail, je parle en tant qu'athlète et en tant que coach. Possible pour moi aujourd'hui. Donc ma meilleure option. Et en plus, la qualité de vie en Suisse, je suis à 15 minutes de la salle. Là, j'ai un nouveau sponsor. C'est grâce à mon coach, j'ai une voiture. Comme ça, je suis tranquille sur mes trajets. Je n'ai pas besoin de galérer avec le bus ou quoi. J'ai Boca Food qui est un sponsor suisse pour la nourriture. C'est un peu comme Season en France. Là, maintenant, j'ai un sponsor de montre. Pour la Suisse, qui est un pays de la montre, c'est gros d'avoir un sponsor de montre ici. Et en plus, c'est une montre Bomberg, c'est une marque qui est hyper présente au Mexique. Donc, c'est aussi de là que s'est fait le lien et l'intérêt, je pense, pour moi. C'est qu'ils sont hyper présents au Mexique et que j'ai cette image qui peut permettre de vendre un peu plus ici, localement. Voilà, ça match bien. D'accord. Donc voilà. Mais et du coup, pour répondre à l'autre question, la ceinture, bien sûr, la ceinture, moi depuis le début, depuis le début, je la veux. Depuis le début, je la veux et je la demande parce que en fait, au début, quand j'ai affronté Luna, il y avait personne, en moins de 66. Il y avait rien qui se dessinait, quoi. C'est petit à petit que sont venus s'ajouter des Alioun, il y a eu des gars qui sont passés mais qu'on n'a jamais revus. Même Luna, au final, je l'ai affronté et il n'a jamais combattu. Voilà, il y a rien qui se dessinait. Donc moi, je me suis dit, mais je vais aller chercher cette ceinture au plus vite, quoi. Et puis bon, voilà, j'ai bien vu que l'intérêt n'était pas là de l'autre côté tout de suite, parce qu'on m'a fait attendre pour me proposer un autre combat, que derrière, on me propose un combat qu'en short notice. Derrière, on m'a refait attendre jusqu'en mars.
Malgré qu'au final, c'était très bien. Quand j'ai affronté Alioune, qu'on me laisse du temps de repos, j'aurais pu combattre en décembre, j'aurais pu combattre en janvier, j'aurais pu combattre en février. Et au final, c'était parfait que je combatte en mars. Enfin, je veux dire, ça s'est très bien goupillé comme ça. Et puis voilà. Mais moi, ouais, la ceinture, toujours. La ceinture, c'est l'objectif. Alors maintenant, je pense que, tu vois, lui, il est ranké sur Ares. Moi, je suis pas ranké, apparemment. Je sais pas trop comment ça Ouais, je sais marche. pas comment ça fonctionne. Toute cette histoire de ranking. De toute façon, c'est Fight Matrix qui fait office de... C'est tout. On va pas se mentir. Ouais. Quoi. Vous êtes à Ouais, quelques donc, places du coup, près. lui, Vous êtes pas lui, il loin. doit être devant moi sur Non, Fight Matrix. alors, là, j'ai pas en tête, j'ai pas sous les yeux. Ouais. Mais de souvenir, je crois que t'es devant d'une 50aine de places, un truc comme ça. Ok, ouais. Bon, bah, je sais pas. Mais bref, peu importe. Au final, pas ranké. Aujourd'hui, je pense que c'est ce combat-là, je le gagne. Et comme il a mis Fernand sur son poste aujourd'hui, si je le gagne, je vais combattre pour la ceinture. En tout cas, Ouais. c'est ce qu'on va négocier derrière. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on traduit ce qu'il a écrit, surtout. Le vainqueur, Ouais. oui, Ouais. ça paraît évident. Alors, Ça part. félicitations parce que t'es sur la shortlist des mecs qui ont accepté de combattre Asildar Badouyev ces 2 dernières années. Il y en a très peu. Ok. Voilà, donc bravo pour ça. Ça va être une opposition dans un domaine que tu affectionnes, le grappling. Quelle est la première chose que tu t'es dit quand on t'a proposé ce combat? Let's go. T'as dit on y va à fond. J'ai un fight. Ouais. Let's go, j'ai un fight. En fait, je t'ai déjà dit, mais je me soucie pas trop de qui j'affronte. Je me soucie pas trop de qui j'affronte. Et si le challenge est de taille et que c'est à moi de m'en rendre compte, bien évidemment, je sous-estime jamais mes adversaires. Bien sûr. Si le challenge est de taille, c'est à moi de m'en rendre compte et de me motiver à fond pour aller accomplir ce que je dois accomplir, et c'est gagner ce combat, tu vois. Et là, tu vois, je le savais pas qu'il y avait peu de gens qui acceptaient de l'affronter. Pour moi, ces 2 dernières soumissions sur Ares, il y en a une, le gars, il voulait plus être là. La barre sur le bras, là, contre Pedro Coleman, je crois. Le dernier combat, personne qui tape là-dessus. Ouais. Il y a personne qui tape là-dessus. Je suis désolé, mais si tu tapes là-dessus, c'est que tu veux juste plus être dans le fight. Et c'est pas pour amoindrir les capacités d'Asildar. C'est juste que pour moi, là, il a pas montré qu'il avait un sol de fou. Donc, j'avoue que c'est pas une référence. Et le combat d'avant contre Marzikiwi, j'espère. Marzikiwi. Marzikiwi, et il le touche avant. Donc derrière, la soumission, elle tout de suite, elle vient plus simple. Après, il a des longs bras qui lui permettent de bien mettre les bras-têtes. Écoute, j'ai envie de dire à tous les gens qui se disent ouais, mais c'est un tueur au sol et tout, on verra qui est le plus fort au sol. On verra. Ouais, c'est pour ça que c'est ce que j'ai enfin c'est là-dessus que je vais baser ma question, quoi, me dire c'est dingue, c'est un combat en test de grappling, c'est un match grave, ça va être super intéressant. Ouais, on verra qui est le plus fort au sol, on verra est-ce que lui il est très attentiste quand même sur la partie debout. En tout cas sur ces 2 derniers combats, il était très attentiste. J'ai pas l'impression qu'il cherche absolument à aller chercher le sol, mais c'est pas non plus quelqu'un qui débite un volume phénoménal sur le pied-point. Enfin bref, j'ai ma tactique, j'ai ma stratégie, mais le sol toujours, hein. Moi, c'est mon point fort. Ouais. Je suis prêt pour le sol et je suis pas inquiet, en fait. Si il doit s'avérer qu'il est beaucoup plus fort que moi au sol et que ça se voit dans le combat, moi, j'ai l'expérience qui fera que je saurai m'adapter. C'est pas un truc qui me fait peur. Derrière, on verra, tu vois, on verra. Moi, je suis friand de pouvoir montrer aux gens qu'on me sous-estime peut-être, tu vois. En tout cas, sur la partie sol, je suis pas très inquiet. Et voilà, je sous-estime pas non plus. Je pense qu'il a ses qualités, mais je pense que je suis meilleur que lui au sol. Yes. Et au final, j'ai presque envie de dire que tu vas être un gros test pour lui,
des fois, on a tendance un peu à prendre les hypes et à changer un peu l'ordre des choses, tu vois. Par les médias et tout, on est un petit peu influencé. Du coup, c'est pour ça que je remets un peu l'église au centre du village et je te dis, je pense que tu es un gros test pour lui. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis un gros test pour lui parce que je suis un gars qui a pas un bon record, qui vient avec plus d'expérience et qu'il faut qu'il batte et que en me battant, bah, vu que j'ai plus d'expérience, il va prouver à lui-même et prouver un peu au monde que ça y est, il peut prétendre au titre. Et lui, c'est le gars qui a de la hype, qui a un bon record, qui il doit enchaîner les victoires. Là, il les enchaîne depuis un moment, donc il doit continuer sur sa lancée. Il ne peut pas perdre. Tu vois. Donc oui, c'est un peu, je pense pour lui, oui, effectivement, c'est le combat un peu test pour la ceinture. Moi, j'ai envie de te dire, sur mon parcours, tellement sinueux, chaque combat est un combat test pour le prochain. Tu vois, c'est juste pour pouvoir prouver que je peux y arriver et qu'il faut que j'aligne encore victoire après victoire. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis tellement bien dans cette configuration de carrière de ma vie. Là, j'ai tellement tout qui s'aligne qu'il y a pas de raison que ça se fasse pas, en fait, tout simplement. D'accord. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? J'espère qu'il s'entraîne super dur, parce que je m'attends pas à avoir un Silder fatigué. Je ne sais pas, fatigué par son régime ou fatigué parce qu'il est tombé malade, ou tu vois. Je veux pas d'excuses. Je veux qu'il soit au top. Donc, je veux qu'il soit bien préparé et qu'on fasse le meilleur spectacle possible. Ah, et si possible, qu'il fasse pas un combat trop chiant. D'accord. On fera une petite story, on fera passer le message. C'est parfait, c'est parfait. Un combat trop chiant, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un de tes combats chiants, donc normalement, même lui, je pense que ça va être un combat très très sympa. Alors, si lui compte prendre le combat chiant, en fait, si le combat il est chiant, ça sera à cause de lui. Moi, dans tous les cas, je ferai tout pour qu'il soit attractif, ce combat. Et c'est, ouais, t'as raison, si tu regardes tous mes combats, même mes défaites, hein, j'ai presque à chaque fois des Fight of the Night, selon le public, tu vois, sans les bonus, tout ça. Mais bon, contre Alioune aussi, on a eu le bonus. Ouais, en général, je sais que je fais des combats qui plaisent au public. Yes. Alors, pour être sur une note un peu plus légère, tu vois, après Kalash criminel pour Damien Lapillus, il y a eu le rappeur Echo pour Staropoli. Est-ce que tu voudrais pas nous faire venir un petit groupe du Mexique là pour ton entrée, un petit truc un peu folklore? Ça serait sympa, ça. Ouais, carrément. Mais en vrai, pour une ceinture, c'est quelque chose qui peut se faire. Ah ouais, clairement. pour une ceinture. Pour une ceinture, tu vois. Aujourd'hui, là, contre Asilder, du coup, bah non. Mais ouais, dès que je vais avoir cette opportunité pour la ceinture, ouais, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Des mariachis, je sais pas. On verra. Tu me mets une bonne puce à l'oreille, là, une bonne petite idée dans la tête. Alors, je vais prolonger mon idée. Je vais aller encore plus loin, tu vois. Moi, il y a un film, je sais plus si c'est pas 21 grammes, mais je suis pas sûr que ce soit celui-là. Je crois que c'est un de la trilogie, mais je sais pas. Et dedans, il y a le groupe Los Incomparables de Tijuana. Je sais pas si tu connais. Ok, non. C'est vraiment le folklore mexicain, limite un peu kitschouille, tu vois, mais c'est trop bon, quoi. J'aime trop, quoi. Elle se retrouve à un mariage mexicain et il y a cette chanson et les scènes sont complètement loufoques, mythiques et tout. Donc voilà, Los Incomparables. Comment s'appelle le film ? Le film, je crois que c'est dans la trilogie 21 grammes, mais je sais pas si c'est 21 grammes, tu vois. Et le groupe, c'est Los Incomparables de Tijuana. Et c'est très drôle, là. C'est marrant, je te ferai écouter, c'est très, très, très cool. Donc voilà, si ça peut t'inspirer. Ah, je te demande un petit mot sur Volkan Oezdemir. Comment ça va pour lui? Est-ce qu'il est toujours entre Neuchâtel et Stockholm? Est-ce que tu as des nouvelles fraîches? Nouvelles fraîches. Il a demandé sa femme en mariage. Enfin, sa copine, du coup, en mariage. Et bon, là, il vient de le poster aujourd'hui sur Instagram. Hein, et elle a dit oui. Donc voilà, félicitations à eux. Yes. Après, à part ça, je sais qu'il est en Suède, toujours pour l'entraînement, qu'il s'entraîne là, maintenant, principalement là-bas. Hein. Okay. Il revient en Suisse, il est revenu après son dernier combat pour se faire opérer de la main. Voilà, il passe un peu en coup de vent.
Mais quand il est venu ici, il n'était pas en train de s'entraîner de ouf, donc il venait un peu, il faisait du vélo à la salle, voilà quoi, il était en mode convalescence. D'accord. Mais dès qu'il est en Suisse, on le revoit en général, de toute façon. D'accord. Ben, félicitations à lui pour sa demande en mariage réussie, c'est magnifique, c'est cool. Et il a annoncé un petit combat ou tu sais pas? Je ne sais pas du tout. Ouais, Je sais pas du tout. En tout cas, il call out Alex Pereira qui veut monter Oui, j'ai vu ça. En light heavyweight, donc écoute, j'espère que ça se fait pour lui. Hein. J'ai même posté ça et carrément, je serais trop content de voir ce combat. Il serait incroyable. Ouais, j'avais reposé dans ma story. Ouais, c'est ça. Ta story, justement. Ouais. Ça. Écoute, j'espère que ça se fait pour lui. Ça serait un bon fight. Putain, c'est clair. Je sais pas, je vois bien ça en Suède ou tu vois, ça serait trop bien quoi. Ouais, ça serait top. Ouais, ça serait top. Alors, c'est le moment de me raconter une anecdote, si possible inédite, un peu soit amusante, soit pas du tout. Enfin, un truc bien à toi. Je t'écoute. Écoute, quand tu m'as demandé ça, de l'anecdote, j'en ai tellement qui sont venus à l'esprit qu'on en a plein en tant que combattant. Tellement de trucs, je pense, qui nous arrivent. Mais je vais revenir sur mon dernier combat. Je veux pas aller plus loin que ça. Mon dernier combat, le cutting, je comptais faire mon cutting tout le matin, le mercredi matin, tu vois. Me lever tôt, c'est comme ça que j'avais fait la dernière fois. Je me lève tôt, je fais bain chaud ou sauna, je sais pas, je comptais faire mon cutting comme ça. Puis Marco Beltran, il me dit non, mais tu commences pas à cutter le soir et tout. J'écoute, je viens, je t'accompagne, on va au sauna ensemble, puis j'aurais déjà perdu ce que j'aurais perdu ce soir, je l'aurais déjà perdu. Ce sera ça de fait, et puis je perdrai le reste demain matin. Tu vois. Et du coup, je cut. Au final, on a fait 25 minutes dans le sauna, 25 minutes dans la momie. Il y avait du coup Basile, mon coloc, et puis Yair qui nous aidait au cutting. Et puis, donc, on fait 25 minutes et 25 minutes. Et puis, j'avais déjà perdu 2-3 kilos, je sais plus. Il me restait 1,5 kg, je crois. Et puis, du coup, le lendemain matin, on se retrouve avec Yair à 6h30 du matin, 7h. Yes. Il était trop chaud, il était déjà en short, prêt à se mettre dans le sauna avec moi et tout. Yes. Et puis, on fait un petit débrief. D'ailleurs, c'est en espagnol, donc c'est dans un de mes vlogs ou c'est dans la vidéo YouTube, je crois, de 20 minutes. Et du coup, tout le monde capte pas, mais à un moment, il me dit ouais, tu penses on fait combien là? Je lui dis ouais, on fait pas comme hier 25-25, je préfère faire en 2-3 fois, tu vois, mais on fait 15-15, tu vois. Histoire de, je pense en plus, il me restait pas beaucoup, je me dis 15 minutes dans le sauna, 15 minutes dehors dans la momie, ça va le faire. Il me regarde comme ça. Il fait comme ça. Ok. Puis on rentre dans le sauna. Puis au bout d'un moment, je sens le temps long. Tu vois. Et puis, celui qui gérait le temps sur son portable, c'était Basile. Et puis, il tenait au courant Yair. Et puis, à un moment donné, je dis, ouais, les gars, ramenez-moi des glaçons, s'il vous plaît. Tu sais, on met des glaçons dans un linge et on met la tête dedans pour pouvoir respirer de l'air frais, pour pouvoir tenir un peu plus longtemps. Au final, le corps, il continue de transpirer. Et puis, je dis, ouais, ramenez-moi des glaçons, s'il vous plaît. Il me ramène des glaçons. Et puis là, j'entends Basile toquer à la porte avant qu'il me ramène les glaçons. Et puis Yair, moi, je ne voyais pas. J'étais dans mon truc. Puis, j'étais comme ça, la tête en bas et tout. Puis, je sais pas, Yair a dû lui dire, genre, rallonge le temps ou je sais pas, un truc dans le genre. Ouais. Et du coup, il me dit, ouais, t'es bien là, Tona, franchement, continue comme ça et tout. Et puis je me dis, ouais, c'est sûr, il a rallongé le temps. Mais je me dis, c'est pas grave, on va le faire. Puis à côté, pour l'anecdote, il y avait un Brésilien qui a combattu sur la carte préliminaire. Alors, je me souviens plus de son... Ouais, je vais avoir du mal aussi. Il était là avec leur manager, là, c'est le manager de tous les Brésiliens, hein, à Arès, qui était le manager de Marco Beltran aussi. Et il était là, et puis lui, au début, il sortait toutes les... Je pourrais pas dire, mais 2-3 minutes, tu vois.
Il sortait régulièrement. Puis il sortait vite fait, il re-rentrait. Et Yair, il remettait de l'eau chaude, enfin de l'eau pour que ça chauffe à chaque fois parce que, vous voyez, il en avait marre que ça refroidisse le sauna. Ah ouais, ça l'avait Moi, gavé. Et puis, à un moment donné, il y a Basile qui rentre et puis il lui dit, ouais, là, dans 2-3 minutes, ça fera 25 minutes. Et puis là, je me dis, oh, les enfoirés, ils m'ont fait faire 25 minutes. Mais oui. Mais je me suis dit, mais en vrai, ça va, tu vois, c'est passé super vite. Et je dis rien, je suis toujours avec mes glaçons, ça y est, j'avais mes glaçons et tout, je reste dans mon truc. Et puis, Yair, il m'encourageait mentalement, il me disait, ouais, toi, c'est bien là, t'es bien mentalement, tu tiens et tout. Et puis, je l'entends dire, il parlait en anglais avec Basile. Ouais, là, il est bien, on va pousser encore, on va rester un peu dedans. Il est bien, il tient bien, tu vois, et puis il transpire bien, comme ça, il fera moins de momies et tout. Moi, je fais confiance au processus et tout. Et puis, tu sais, mentalement, j'étais dans un autre état. Lui, il était là en train de me booster. Il me disait, ouais, mec, c'est maintenant que le combat, il se gagne. C'est maintenant que c'est dur. Demain, c'est que du plaisir. Tu vas pouvoir te faire plaisir, combattre, gagner. Demain, c'est que du bonheur. C'est aujourd'hui que c'est dur, tu vois. Et bref, il me motivait comme ça. Et puis, en même temps, il me disait, ouais, et puis ce Brésilien, là, à chaque fois que le Brésilien sortait, il disait, ouais, lui, tu vas voir, lui, il va pas être au poids, c'est sûr. Lui, il a pas de mental. Toi, t'es bien, toi, t'as du mental et tout. Il m'encourageait comme ça. Et puis même, j'entendais à un moment donné le manager qui retenait physiquement. Et puis ils m'ont raconté après, ils m'ont dit, ouais, ils sont mis à lutter presque dans le sauna parce que l'autre voulait sortir, le Brésilien, et son manager le retenait en lui disant, non, ça va pas, tu fais que de sortir toutes les minutes, là, tu vas jamais perdre le poids comme ça, faut que tu restes dedans et tout, tu vois. Et puis Yair, il faisait que de me dire, lui, il a pas de mental, tu vas voir. Il va pas être au poids. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu vas voir, il va pas être au poids, il va pas gagner son combat, c'est sûr, c'est pas possible, il a pas de mental, ce gars, tu vois. Au début, il le disait pas trop, mais sur la fin, ça y est, il se lâchait, tu vois. Et puis au final, j'ai fait 40 minutes. Wow. On sort de là, j'avais fait 40 minutes là-dedans. Le cerveau, il brûle, non? 40 minutes. Je me dis, j'ai fini, tu sais, j'étais au bord à ras le sol parce que c'est moins chaud. Et juste pour tenir les 5 dernières minutes qui restaient, je m'étais allongé par terre, tu vois, je tenais comme. Puis après, je sors du sauna et tout, et je voulais me peser pour me dire, peut-être ça y est, je suis au poids, tu vois. Et puis au moment où il commence à me racler la sueur et tout, Yair, il dit, ouais, on te met direct les linges et tout, les draps dessus, enfin, que tu continues à transpirer, tu vois. Ouais. J'avais tellement pas d'énergie que j'ai pas bataillé. T'as rien je me dit, suis pas pesé. tu t'es laissé faire. J'ai rien dit. Je suis allé dans les linges. Hop, j'ai fait 20 minutes. Je divaguais complètement. Je parlais tout seul. Je disais des trucs genre, ouais, demain, je vais le défoncer. Enfin, tu vois, j'étais dans mon truc, en fait. Voilà. Et au final, j'ai cuté trop. J'étais à 65. 65 kilos. Ouais, t'es trop descendu. Il m'a vu, il m'a dit, oh merde, on est allé trop bas. Yair, il me dit comme ça, putain, t'es allé trop bas, mec. Et puis il me regarde, il fait, non, mais on va le faire. Il tape dans l'œil, c'est pas grave, t'inquiète. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que la pesée, c'est à quelle heure? Et il était peut-être 8h30, la pesée, c'était à 9h, je pouvais déjà aller. Ouais, grave. Il me dit, ok, on va là-bas. Et puis jusqu'au moment où tu te pèses, on contrôle un peu ton poids, tu peux boire un peu d'eau, tu vois, tu peux t'hydrater. Juste, faut pas que tu dépasses le poids réglementaire. Puis le poids réglementaire avec les 500 grammes de marge, c'est 66 300. Ouais. Et moi, au final, je me suis arrêté à 65 800, donc poids de la catégorie. Ouais, grave. Poids qu'il faut faire quand tu veux combattre pour la ceinture. Et du coup, bah, c'était nickel. C'était trop bon. C'était parfait. C'était assez loufoque, et puis je m'en souviendrai toute ma vie de cette expérience avec Yair, justement, qui m'a boosté mentalement. Et le Brésilien, il a perdu. Et le Brésilien, pour conclure, le Brésilien n'était pas au poids et a perdu son combat. Et il a perdu, putain, le mec, il a tout perdu, quoi. Donc, Yair a vu juste. Ouais, bah là, en plus, ça avait l'air de sauter aux yeux, en plus, qu'il y avait un problème, quoi. Ouais, c'est l'enfer. T'imagines quand même ton manager, il doit... Ouais, c'est chiant. Ouais.
C'est Il terrible. va te retenir parce que tu sors toutes les minutes. Ouais. Ouais, c'est chaud. Bref. Ouais. Voilà, Bah, pour c'est cool. l'anecdote. Ouais, bah, c'est cool. Merci, merci. Elle est sympa, ton anecdote. Avec Alors, plaisir. c'est souvent des anecdotes de cuts qui reviennent quand même et aussi de mecs frustrés qui ont la dalle. Ouais, généralement, Ah ouais. c'est ces anecdotes-là Ouais. qui reviennent, Bon. quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à dire avant les dédicaces? Merci Nico, merci pour l'accueil sur MMA Club Podcast. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire. Et Avec plaisir. tous ceux qui dans la salle m'apprécient et me soutiennent le jour du fight, faites du bruit tout simplement. Montrez que vous êtes là. Et puis moi, dans tous les cas, vous savez, je vais faire un beau spectacle. Bon, bah, c'est cool. Eh ben, MMA Club Podcast, c'est terminé et je vous encourage à donner un maximum de force et d'encouragement à Tona sur ses réseaux sociaux. Alors, je rappelle que son combat aura lieu le 11 mai au Dôme de Paris pour Ares 15. Et si, voilà. Ares 15. Faites du bruit. Est-ce que tu as un lien pour payer les billets? J'ai un lien pour avoir moins 15% sur la billetterie. Il faut aller dans ma bio. Yes. J'ai un lien qui envoie sur plusieurs liens et du coup, vous trouverez dessus. Voilà. C'est parfait. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à récompenser le travail en mettant comme d'hab les 5 étoiles sur Spotify, le pouce en l'air sur YouTube, vous connaissez. Abonnez-vous, restez connectés. À très bientôt et moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.